Et donc nous allons à présent ouvrir la première table ronde de la journée. Donc ça crée effectivement la mise en scène physique du patrimoine de nos bibliothèques. Voilà, donc comme je l'ai dit à la fin de la conférence inaugurale de Séverine Le Pape, c'est vrai qu'effectivement il y a un mouvement depuis une dizaine d'années de muséification de certaines de nos bibliothèques patrimoniales. Et voilà, un des enjeux de cette journée, c'était de questionner ce mouvement. Et donc pour ce faire, nous avons convoqué autour de cette table ronde, qui n'est pas tout à fait ronde, mais plusieurs représentants de projets emblématiques de ces rénovations récentes, pour certaines moins récentes. Alors par ordre d'apparition, pour la ville de Colmar, nous aurons donc Michel Spitz, qui nous a accueillis tout à l'heure, outre ses fonctions d'adjoint en charge de la culture, des arts et du patrimoine. Monsieur Spitz est architecte de formation, architecte et urbaniste. Donc à ce titre, je crois que vous avez suivi plusieurs projets de construction et de rénovation, tant à Colmar que dans d'autres villes. Vous avez également une activité d'enseignant. Vous êtes maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Strasbourg. À ses côtés, Rémi Cazin que la plupart d'entre vous connaissez, qui est depuis quelle année? Je n'ai pas noté. Depuis quelle année? 2005. 2005, donc conservateur des bibliothèques et donc responsable actuellement des collections patrimoniales de la bibliothèque des Dominicains. C'est lui notamment qui a piloté le chantier de rénovation, le chantier scientifique de la rénovation de la bibliothèque. Puis interviendront toujours dans l'ordre d'apparition Gennaro Toscano, lui aussi bien connu, je pense, de plusieurs personnes dans la salle. Alors Gennaro est aussi une autre incarnation de transfuge, puisqu'effectivement il a débuté sa carrière comme enseignant, comme professeur des universités. Alors je dois dire que Gennaro est historien de l'art, donc il a débuté sa carrière à l'université de Lille, dont il a vite souhaité s'éloigner pour regagner Paris. Et en 2016, il a pris la décision de quitter le monde universitaire pour rejoindre celui des bibliothèques en tant que conseiller scientifique du musée. À l'époque, c'était le projet de musée de la Bibliothèque nationale de France. Donc, par ailleurs, Gennaro a lui aussi des activités d'enseignant, puisqu'il est directeur d'études à l'École des Chartes, en charge notamment des cours d'histoire de l'art et des collections. À ses côtés, Jérôme Schweitzer. Donc Jérôme Schweitzer est archiviste paléographe. Depuis le début de votre carrière, je pense que vous travaillez à la BNUS. Vous avez d'abord été référent pour les collections alsatiques avant d'être directeur du développement des collections. Depuis 2020, vous dirigez le pôle partage, diffusion et réseau. Et vous assurez notamment le suivi de la politique de rayonnement et de valorisation de la bibliothèque. Et enfin, interviendra donc Emmanuelle Minorichaud, elle aussi bien connue de beaucoup d'entre nous, notamment au titre de ses fonctions au sein de Bibliopathe. Et donc, Emmanuelle, elle aussi, a débuté sa carrière dans un autre champ que celui des bibliothèques, en tant qu'enseignante, enseignante de lettres classiques. Et puis, donc, elle a ensuite rejoint le monde des bibliothèques, tout de suite avec une coloration assez patrimoniale, puisque donc, tu as commencé ta carrière à la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève, avant de rejoindre ensuite le CNAM, là encore sur les collections patrimoniales. Et puis, tu as fait un premier passage à Troyes avant de prendre la direction de la bibliothèque municipale classée de Reims. Et donc là, actuellement, tu es de nouveau en poste à Troyes, donc directeur adjoint en charge des collections patrimoniales et actuellement directrice par intérim de la bibliothèque. Voilà, donc la configuration du lieu fait que il y aura dans un premier temps une présentation à la petite table qui est derrière et ensuite les personnes reviendront pour l'échange. Et donc je cède la parole à Rémi Cazin, à Michel Spitz, pour nous présenter le projet de la bibliothèque des Dominicains. Donc je rappelle, une bibliothèque qui a été inaugurée en 2022. Néanmoins, c'est un projet qui était dans les cartons depuis un certain nombre d'années. Rémi m'a dit que ça fait une trentaine d'années que ce projet était en gestation.
Et je pense que, voilà, à la lumière de beaucoup d'évolutions, notamment de la place grandissante du numérique, le projet a aussi connu une inflexion intéressante que vous pourrez nous présenter. Voilà, donc je vous laisse la parole. Eh bien, nous avons donc le plaisir d'ouvrir, l'honneur d'ouvrir cette première table ronde, donc une intervention duo avec M. Spitz, adjoint à la culture, donc, qui pourra parler du projet dans sa dimension proprement bâtimentaire, immobilière et architecturale, me revenant la partie valorisation et mise en scène des collections, le projet muséographique proprement dit. Donc alors, du fait, nous sommes dans une position un petit peu particulière, du fait que nous allons vous présenter un projet que vous pourrez, dans la journée, plus tard dans la journée, venir découvrir sur les lieux mêmes. Donc il s'agit pour nous aussi de... Bon, de toute manière, le temps nous étant compté, je pense, il s'agit aussi pour nous de ne pas déflorer complètement le sujet et de vous laisser ample occasion de découvrir sur les lieux mêmes la réalisation. Je vais donc laisser la parole à M. Spitz pour entamer donc l'histoire du lieu et la dimension architecturale du projet. Peut-être d'abord une toute petite précision, je suis un élu de 2020, donc je n'ai pas du tout suivi ce projet en tant qu'élu. Je l'ai en revanche inauguré, j'ai eu l'honneur de l'inaugurer, c'est l'équipe précédente qui a mené l'ensemble de cette procédure. Ce que je vais essayer de résumer, parce que vous allez avoir l'occasion de le voir, c'est de mettre en évidence tout simplement quelques points saillants, importants, de ce qu'est ce projet. Donc, il est installé dans un couvent de l'ordre mendiant et effectivement, il est extrêmement proche du musée Unterlinden, qui est une véritable un cousinage, puisque les dominicains et les dominicaines étaient très très proches. Et ce bâtiment a été abandonné effectivement à la Révolution au niveau de ses fonctions religieuses pour remplir toute une série d'autres fonctions, dont des gendarmeries, etc., toute une série d'éléments. Et cette bibliothèque a été bâtie, a été installée là en 1951. Ce qui est intéressant de voir, pour reprendre peut-être la carte de Imli, c'est que l'ordre mendiant a effectivement beaucoup marqué la typologie de notre centre historique, qui se caractérise par toute une série d'implantations extrêmement analogues les unes avec les autres. Donc notre dominicain, qui est le numéro 7, le musée de Unterlinden, les dominicaines, les Catherinettes qui se trouvent dans le premier triangle, et nous sommes ici sur le site des franciscains, où nous voyons l'église des franciscains qui est devenue l'église Saint-Matthieu et qui était le couvent également. Et donc nous avons également un couvent des Augustins qui est devenu la prison. On va passer au projet de 1951. C'est un des ténors de l'architecture patrimoniale et qui avait une production très très forte et moderne, qui s'appelle Bertrand Monet, qui était une figure au niveau de la doctrine de l'intervention sur le patrimoine et qui est l'auteur de tous les plans de sauvegarde Malraux à Strasbourg et à Colmar, qui a finalement installé la bibliothèque en 1951 dans ce couvent. On peut passer là les images. On est face à une bibliothèque qui a vécu pendant 60 ans, complètement obsolète, avec, qui ne répondait plus du tout à l'ensemble des enjeux, avec effectivement peu de visibilité, et puis une pression très forte au niveau de la lecture publique dans tout le pays, autour de phénomènes que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous décrire. Concernant le projet architectural, il a fait l'objet d'une procédure de concours et la décision importante qui a été prise à ce moment-là, c'est de faire appel au niveau du jury de concours. Pratiquement 4 des
architectes en chef des monuments historiques, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, des professionnels intervenant sur ce type. Et l'équipe qui a gagné, donc il s'agit d'un architecte en chef, donc Manciolescu, Stéphane Manciolescu, s'est associé avec une agence Hamler-Dubois qui finalement a assumé l'ensemble du regard plus contemporain. Et je vous passe l'ensemble des éléments du calendrier et du budget. Ce qui est extrêmement important, ce qui est amusant d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que Manciolescu et Hamler-Dubois se sont rencontrés quand ils étaient stagiaires chez Bertrand Monet, qui a fait cette bibliothèque en 1951. Et donc ils avaient cette sensibilité finalement commune, et ils se sont finalement approprié ce lieu de manière assez extraordinaire. Et la grande idée qui a prévalu et qui a donné finalement une forme de liberté incroyable, c'est de sortir l'ensemble des magasins, c'est-à-dire de sortir toutes les charges lourdes du bâtiment existant qui, au fil du temps, avait été remblé, a été étayé, etc., et avait perdu finalement toute sa lisibilité, comme on ne voyait plus, à part le cloître qui était resté tout à fait dans son état d'origine, qui n'était plus lisible en tant que tel. Et finalement, l'ensemble des démarches ont consisté à véritablement retrouver, révéler ce couvent. Et le fait d'alléger et de mettre les magasins dans un bâtiment annexe a permis de libérer la charpente, de libérer et de montrer les plafonds et de mettre en évidence l'ensemble des structures du bâtiment autour de son cloître. Petit autre point, c'est les jardins qui ont été le point important. Je reviens après sur le trésor. Le jardin du cloître et le jardin des justes. Bon, finalement, c'est aussi un des éléments caractéristiques qui d'ailleurs est protégé parce qu'au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, nous n'avons aucune possibilité de construire ni au-dessus ni en dessous. Et d'ailleurs, une des équipes avait souhaité construire en sous-sol, sous le jardin. Donc, vous voyez un bâtiment annexe qui va abriter des magasins avec des compactus de manière extrêmement efficace, de manière quasi industrielle. Et ça a permis d'aménager un espace public d'accès, de donner un véritable statut avec un parvis à l'ensemble. Et le programme consistait d'une part à mettre en place des surfaces muséales dont Rémi Cazin va vous faire la description, de répondre à l'ensemble des fonctions techniques avec un atelier de reliure et d'assurer l'accueil du public dans une belle salle, une salle de médiation et de réunion à l'étage, et l'ensemble tourné sur le jardin du cloître. Je m'arrête là et je vous proposerai cet après-midi, suivant les cas, des visites plus approfondies qui seront beaucoup plus parlantes. Merci, Monsieur Spitz. Donc, je reprends la parole. Cette fois pour traiter, alors en le survolant, puisque encore une fois le temps nous est compté, mais ce n'est pas très grave, puisque encore une fois vous aurez tout loisir de découvrir les lieux dans la journée. Donc, je ne vais pas non plus détailler d'abord ce qui a... Je ne vais pas non plus détailler ce qui est bien sûr la caractéristique majeure, cet héritage tout à fait exceptionnel dans une ville moyenne en termes de patrimoine écrit. Un aperçu ici en termes quantitatifs et typologiques. Les amateurs pourront se... Voilà. Pour d'autres questions, donc nous serons là dans la journée pour y répondre.
Il reste à souligner quand même qu'avec un fait majeur de l'histoire régionale des bibliothèques, avec la destruction de la bibliothèque de Mulhouse en 1870, ce patrimoine colmarien est resté à bien des égards sans pareil et sans rival dans la région. Et des collections qui sont indissociables du monument qui les abrite, à savoir cet ancien couvent de dominicains. Alors, je vais repasser sur les vues proprement architecturales pour maintenant donc traiter de ce fameux espace muséographique qui était au cœur du projet. Il s'étend sur les rez-de-chaussée des ailes nord et est, que vous voyez ici sur le plan, donc sur 500 mètres carrés. Alors 500 mètres carrés, comme j'ai l'habitude de le dire pendant des visites guidées du lieu, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Certes, c'est généreux par rapport aux 3000 mètres carrés de surface utile que totalise le site. En même temps, il a fallu, bien sûr, il n'était pas question de rendre justice à l'ensemble des collections que vous avez, dont j'ai présenté le détail il y a un instant. Il a fallu faire des choix. Alors, quels ont été les principes majeurs de ce choix? Un centrage, un focus se portait avant tout sur un objet bien typé qui présente de nombreuses caractéristiques qui peuvent être mises en avant, à savoir le livre fabriqué artisanalement, donc le livre d'avant la révolution industrielle. Une section à part dans le parcours étant dévolue aux collections graphiques. Et le deuxième axe vraiment majeur, c'est donc l'accent porté sur la singularité de ces fonds colmariens, leur histoire longue, on part des manuscrits les plus anciens du 8e, 9e siècle, qui est enraciné dans le territoire de la Haute-Alsace. L'essentiel, le noyau original étant, comme l'a rappelé Séverine Le Pape tout à l'heure, les confiscations révolutionnaires. Richesse et exceptionnalité, alors là encore, je ne reviens pas sur le tableau descriptif complet des collections, où on offre à la fois, on trouve à la fois, on trouve une profondeur chronologique très, très large, qui permet d'entrer dans cette collection par des approches variées. Le livre à la fois comme objet, bien sûr, comme objet produit d'une technique, d'un artisanat, le livre comme porteur de discours, de savoir, et aussi comme produit, avec, selon les époques et selon les lieux de provenance, des phénomènes tout à fait intéressants à mettre en valeur. Phénomènes dans la décoration, luxe ou raffinement, innovation, des livres qui ont marqué leur époque, au titre de leur, au titre intellectuel ou culturel. Et un livre, c'est aussi un objet qui circule. Les collections de Colmar racontent une double histoire. On ne le dira jamais assez. Le livre français, dans nos collections, il apparaît au XVIIIe siècle. Avant, c'est tout latin ou tout allemand. Et donc, on était particulièrement bien placé ici pour offrir un aperçu avec une dimension européenne de quelques grandes étapes de l'histoire du livre. France, Allemagne, Suisse, mais aussi de forts contingents italiens ou d'autres venus d'autres coins d'Europe. Alors, en termes de scénographie, nous avons travaillé avec l'agence Présence, et puis grâce à il y a eu des aléas dans le projet, nombreux, on aura sans doute l'occasion de les retraiter, il y a eu quelques aléas bénéfiques qui se sont présentés aussi sous la forme de mécénats intervenus en cours de projet, donc qui nous ont permis de monter, d'aménager certains espaces qui ne faisaient pas partie, du projet initial. Alors ici, l'angle de vue n'est pas idéal, mais pour la diapositive de gauche, dans ce qui n'était qu'un couloir de circulation entre les deux ailes, l'installation d'une espèce de petite période room présentant une bibliothèque telle qu'elle pouvait se trouver dans un intérieur aisé, colmarien par exemple, au XVIIIe siècle. L'opposition, et puis un peu plus loin, à l'arrière-plan, au deuxième plan de la diapositive de droite, donc l'exploitation d'un mobilier, là aussi une réplique, des bancs pupitres avec des livres enchaînés. Alors il s'agit bien sûr de facsimilés, mais c'est un dispositif qui recueille beaucoup de succès auprès de notre public, on peut le constater quasi chaque jour.
L'exposition sous vitrine, ça nous est apparu très vite aussi, n'autorise évidemment, même s'il y a plusieurs items sous le même dispositif, ne s'agit que de présenter des items et des spécimens isolés. Alors que ce qui fait sens, bien sûr, toujours, et ce que nous voulions aussi communiquer aux visiteurs, c'est la collection et l'ensemble, ce que ces dispositifs permettent de mettre en scène. Collection et monuments. Alors, je ne m'attarde pas encore une fois sur le détail du parcours que vous aurez tout loisir de découvrir, je l'espère, guidé par les bons soins de l'équipe des Dominicains qui se réjouit de vous accueillir dans la journée. Donc voilà, la structure générale, c'est une exposition permanente, structurée sur une approche chronothématique en 6 sections et qui présente donc un survol. Alors, c'est un survol, on reste forcément très superficiel, un survol de l'histoire longue du livre en Haute-Alsace, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, avec cette petite particularité que nous prenons en fait le déroulement à rebours, en commençant par l'épisode fondateur, les confiscations révolutionnaires, en continuant par le siècle des Lumières, pour aboutir au XVIIIe siècle. Bon, l'avantage qui nous a paru résider dans ce choix, qu'il s'agissait d'abord de proposer quelque chose d'un peu moins banal aux visiteurs que de suivre un parcours tout à fait classique du début à la fin. Aussi un avantage pédagogique, donc, de partir d'époques, de figures, de titres, peut-être plus familières encore au public d'aujourd'hui, le siècle des Lumières, pour arriver à des époques qui le sont devenues beaucoup moins au fil de l'évolution, des évolutions culturelles. Et puis, ce choix préjudiciel, ce choix de première origine, a été conforté par, là aussi, un aléa bénéfique, on va dire, du projet, la remise à jour, en cours de travaux, d'un espace porteur contenant de très nombreux vestiges de l'architecture d'origine du site, à savoir la sacristie, et donc qui nous a conforté donc dans notre choix de terminer sur les manuscrits médiévaux. Et donc de conclure le parcours avec une sorte de, alors nous appelons ça un climax, une schatzkammer, un trésor, voilà, toute proportion gardée évidemment. En ce qui concerne la médiation, bon, eh bien, nous avons parié délibérément là aussi sur l'éclectisme, en faisant faire appel à toute la gamme des médiations. Donc vous avez déjà eu un aperçu de l'utilisation de copies de mobilier ancien. Alors à part, outre cela, les classiques panneaux muraux. Donc nous avons essayé de faciliter l'approche des ouvrages exposés et de l'histoire du bâtiment, de l'histoire du lieu aux visiteurs, par aussi bien des supports physiques que audiovisuels, classiquement, et numériques, avec par-ci par-là donc quelques dispositifs plus ciblés vers le jeune public. Donc toujours pareil, voilà, avec ces deux fils rouges, bibliothèque et Europe, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner. Voilà. Je me résume, puisqu'encore une fois le temps nous est compté. Un survol d'une histoire longue du livre en Haute-Alsace, prolongé pour les visiteurs par un aperçu sur le travail de l'atelier de reliure, qui est situé dans l'aile ouest, et puis doublé d'une promenade dans le site, que vous aurez, je l'espère, l'occasion d'apprécier tout à l'heure. Donc en fait, il s'agit d'une triple proposition, où le livre joue sa part, où le bâtiment apparaît très clairement comme un lieu de célébration du livre et des collections. Mais voilà, les deux sont indissociables. Alors, objectif, donc nous en sommes à quelques 65 000 visiteurs depuis 2 ans d'ouverture, quasi jour pour jour. Alors, je ne vais pas, je ne vais pas détailler les livres. Vous avez ici une vue d'un des livres d'or qui ont déjà été remplis. Alors, je l'ai choisi parce qu'il y a cette remarque que vous voyez en tête de la page, la deuxième,
merci de matérialiser ce qu'on apprend à l'école. Quand je l'ai vu l'année dernière, quand j'ai lu cette mention qui provient je ne sais pas qui l'a écrit, homme, femme, alors pas écolier, puisque l'écriture semble quand même lycéen, étudiant, ou peut-être quelqu'un ayant déjà sorti de son parcours, de sa formation. Voilà, je me suis dit que quelque part, le pari avait été rempli. Ça nous est apparu un peu rétrospectivement à l'équipe. Bien sûr, il s'agit d'un travail, d'un projet collectif dans son essence. Hein, voilà. Je suis intervenu en tant que responsable scientifique, mais évidemment rien de toute cette réalisation n'aurait été possible sans un travail, un investissement constant de plusieurs agents, et pas au premier titre les responsables des collections anciennes. Merci de matérialiser ce qu'on apprend à l'école. Alors, c'est vrai que la bibliothèque peut apparaître ici comme un outil idéal comme une ressource idéale pour nos établissements d'enseignement, en montrant à voir ce dont il est question dans les cours, que ce soit les cours de lettres, les cours de philosophie, cours d'histoire de l'art, d'art plastique, enfin bon, on peut étendre l'éventail très largement. Voilà, la médiation, vous pourrez le constater encore tout à l'heure, elle est basée sur un propos didactique et pédagogique tout à fait assumé. Nous délivrons de très nombreuses informations d'ordre historique, culturel, factuel, voilà, tout simplement. Mais seulement voilà, nous ne sommes pas, c'est un peu comme à l'école quelque part, mais nous ne sommes pas à l'école, justement, et ça change tout. À preuve, donc, enfin j'en veux pour preuve en tout cas cette remarque. Et puis, il resterait encore beaucoup à dire. Comme dit, nous avons été ouverts il y a 2 ans. C'est en quelque sorte le premier étage, cette rénovation, restauration et mise en valeur des collections, mise en valeur physique, en quelque sorte le premier étage d'une fusée qui en connaîtra d'autres dans les années à venir. Alors en premier lieu, du côté du numérique, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, et puis en attendant, voilà un projet qui a fonctionné aussi largement, et c'est très important, comme une revitalisation d'un bâtiment et d'un établissement, bibliothèque patrimoniale d'études. Bon, c'est pas très vendeur auprès du public, hein, difficile d'attirer les gens avec un seul intitulé, mais la qualité du travail architectural et, j'ose dire, du travail muséographique a permis de faire revenir donc de faire venir un large public qui ne connaissait pas les lieux et d'en faire revenir d'autres qu'on avait vu s'étioler au fil du temps. Bon, les photos là datent d'hier, hein, très précisément, ça se voit que nous sommes en période d'examen, donc un jeune public qui revient s'approprier les lieux. Et puis, en termes de médiation, c'est une politique, alors des programmes en direction des scolaires avaient été montés en amont et ont été mis en œuvre dès l'ouverture. Quelques 2500 scolaires accueillis depuis 2 ans avec leurs enseignants. Et bien sûr aussi des développements à venir. Nous pouvons, là aussi c'est une animation qui a eu lieu récemment à la bibliothèque, donc avec la remise en route d'une réplique de la presse de Gutenberg que nous avons la bonne fortune d'abriter dans nos murs et qui a permis donc un montage d'initiation à un travail typographique. Je m'arrête là. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation à 2 voix, très, très riche, effectivement, qui sera illustrée ce soir par la visite, pour ceux qui sont inscrits à la visite. Juste, je voulais souligner l'importance que Michel Spitz soit aussi présent, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a peut-être pas aussi suffisamment insisté sur le rôle de l'architecte et du scénographe dans ces projets de parcours muséaux. On aurait pu les convier, mais ils ne sont pas là. Mais en tout cas, on a un architecte parmi nous, et je crois que c'est un regard, en tout cas, très complémentaire et très important, justement, dans cette construction d'une nouvelle vision du patrimoine de nos bibliothèques. Gennaro. Donc, avec Colmar et les Dominicains, on avait un premier exemple d'une double rénovation, à la fois donc la création d'un parcours muséal autour des collections de la bibliothèque, mais aussi qui s'inscrit dans un monument historique. Et quel monument historique!
Et donc, avec la BNF et le site Richelieu, on reste dans cette double, je ne vais pas dire problématique, mais dans ce double traitement, à la fois du cœur des collections, les collections les plus précieuses de la Bibliothèque nationale, mais également d'une enveloppe architecturale importante. On a vu quelques photos déjà dans le PowerPoint de Séverine Lepape, on a vu cette vue sur les fresques de la galerie Mazarin, on a vu donc voilà, un écrin à la fois des collections et un écrin dont Gennaro Toscano va nous parler à présent. Merci. Merci, vous m'entendez? Oui, tout marche? C'est bon. Bah, écoutez, vraiment un très grand merci aux organisateurs de ces magnifiques journées consacrées au patrimoine écrit. Comme Pierre-Jean le disait, je suis un transfuge, donc j'ai passé beaucoup de temps enfermé à Richelieu parce que quand même il fallait s'occuper du chantier, mais vraiment je découvre toute la richesse des activités des bibliothèques et je suis un transfuge très heureux. Et aussi très heureux d'être à Colmar, parce que pour moi, vraiment, c'est une des plus belles villes en Europe. Et une ville que j'ai eu la chance de connaître étudiant, et à 19 ans, c'est la première fois que je suis dans cette ville, et je reviens régulièrement parce que vraiment, j'apprécie beaucoup cette unité architecturale et patrimoniale qui est vraiment exceptionnelle. Donc, ma tâche est plus simple, parce que Séverine a déjà beaucoup dit, donc dans un quart d'heure, j'essaierai de vous livrer quelques réflexions. La Bibliothèque nationale de France ouvre en septembre 2022 son site Richelieu, berceau de la bibliothèque, même si nous verrons, mais en tout cas c'est le site historique parisien. Ce site, je dis, entièrement restauré. C'est la première fois que le site a fait l'objet d'une restauration globale, car depuis le cardinal Mazarin, donc depuis le XVIIe siècle, jusqu'à 2000, le site n'avait jamais bénéficié d'une restauration et d'une prise en considération d'ensemble. Donc, depuis ces 18 mois d'ouverture, et après des dizaines et dizaines de visites que j'ai moi-même assurées, la question que le public, s'il s'agit d'un public scolaire, de spécialistes, d'amateurs, d'habitants du quartier, la question qui revient régulièrement est la suivante. Pourquoi un musée dans une bibliothèque? Je réponds toujours qu'il s'agit bien d'un musée au cœur d'une immense bibliothèque et qu'il ne s'agit pas d'une bibliothèque-musée. Et ça, nous tenons beaucoup. Donc nous avons la Bibliothèque nationale et au sein de la Bibliothèque nationale, comme vous avez les départements spécialisés, thématiques, etc., il y a également un musée. Et Séverine m'a déjà facilité la tâche. Donc effectivement, il y a des collections royales depuis la fin du XVe siècle, avec ces différents passages. La bibliothèque atterrit à Paris sous le règne de Charles IX. Et pour revenir à nous, c'est vraiment la personnalité de Colbert qu'il faut saluer, en quelque sorte, parce que Colbert fait transférer la bibliothèque royale rue Vivienne et il décide d'en faire une institution forte, un peu éloignée du palais du Louvre, qui était un peu le symbole du pouvoir royal à Paris. Et puis, la même année, il fait, mais ça aussi Séverine a déjà dit, décide de rattacher à la bibliothèque royale le cabinet du roi, avec les collections archéologiques, numismatiques, d'objets, d'antiques, etc., et notamment le noyau de Gaston d'Orléans. Et je montre simplement ces camées qui font partie des plus belles pièces de notre collection, mais qui appartenaient auparavant à Rubens, etc. Donc la Colbert aussi, parce que la grande variété des collections de la Bibliothèque du Roi s'affirme définitivement, parce que la même année, il fait l'acquisition, là aussi Séverine nous en a parlé, de dessins et d'estampes de l'abbé de Marolles, avec autour de 80 000 feuilles, des véritables chefs-d'œuvre de Schongauer à Dürer, à Rembrandt, sans oublier les dessins, richissime collection qui fait du cabinet des estampes de la Bibliothèque du Roi une des plus riches collections d'estampes dans l'Europe et un modèle pour d'autres cabinets d'estampes en Europe. À partir de cette époque, donc à partir de l'époque de Colbert, et ça c'est vraiment très important de le rappeler et de le réaffirmer tout le temps, à partir donc de l'époque de Colbert, livres, estampes, dessins, cartes géographiques et objets sont conservés dans un même lieu, sous l'autorité du garde de la Bibliothèque du Roi.
Et cette physionomie la différencie des autres bibliothèques européennes et affirme définitivement son caractère si particulier de grande bibliothèque avec un cabinet d'objets et un cabinet d'images, entre guillemets, donc des véritables musées au sein de cette bibliothèque. Et Séverine aussi l'a évoqué, si d'autres bibliothèques ont imité l'exemple de la Bibliothèque nationale, cette unité de collection d'objets et de livres a été complètement... Les Anglais ont coupé la poire en deux. Ils ont quand même en quelque sorte détruit cette histoire pluriséculière. Pareil, la Bibliothèque Vaticane, prestigieuse, qui est vraiment une des rares à être comparable à la Bibliothèque nationale pour son histoire et pour son ancienneté. N'oubliez pas que le médaillier, le musée chrétien, le musée profane étaient rattachés à la Bibliothèque Vaticane. Après, ils sont restés dans le même palais, mais administrativement, le musée chrétien qui appartenait à la bibliothèque et le musée profane ont été rattachés à la direction des musées, et la Bibliothèque Vaticane garde uniquement dans son escarcelle le médaillier. Donc, mais surtout, un autre élément qui souvent on oublie, c'est que dès son installation rue Vivienne, les curieux, hormis, à part les gens, les érudits, les lettrés de l'entourage royal, mais les curieux d'Oran avaient accès aux collections. En 1717, l'abbé de Loual, donc le maître de la librairie, reçoit le tsar Pierre le Grand, et qu'est-ce qu'on fait? On lui montre non seulement les livres grecs que le tsar embrasse, parce que c'est une question de dévotion, mais on lui montre, par exemple, le trésor de Childéric que Louis XIV avait reçu quelques années auparavant. Donc cette idée de on montre, on visite, cette sociabilité au sein de la bibliothèque est quand même très important. Voilà, donc Saint-Marolles, vous avez déjà entendu parler, et l'abbé Bignon, à qui la bibliothèque doit beaucoup, transfère les collections. Les collections traversent la rue de la rue Vivienne et s'installent sous l'abbé Bignon dans le palais exceptionnel laissé vide par les héritiers de Mazarin. Et dans les années 1721-1722, la bibliothèque s'installe dans le lieu aujourd'hui on appelle le quadrilatère Richelieu. Et à cette époque aussi, on construit un salon, là aussi, pour accueillir les curieux et les visiteurs. Certes, ils n'avaient pas accès aux manuscrits, aux imprimés, mais le touriste, parce que la bibliothèque rentre dans les guides de la ville de Paris, donc elle fait partie d'un patrimoine visitable, donc vous pouvez admirer les globes de Grenelle par exemple. Mais ce qui est vraiment très important, avec l'abbé Bignon, au milieu du XVIIIe siècle, la bibliothèque du roi se dote d'un véritable musée. Malheureusement, l'histoire révolutionnaire a fait que le mot musée, on le colle directement au Louvre, et c'est la première fois qu'un Français utilise le mot muséum en 1793, alors que la bibliothèque du roi à la bibliothèque royale, avait son cabinet du roi, qui était un véritable musée, certes, là aussi, pas ouvert à tout public, mais les érudits, les lettrés, les ambassadeurs, les hôtes de marque, et là vous voyez ce sublime cabinet, et c'est à tel point que dans la synthèse récente de Pomian sur l'histoire des musées, il n'y a pas une ligne sur le cabinet du roi. Donc ça veut dire, ce mur de Berlin qui existe entre les bibliothèques et les musées est catastrophique, parce que même un grand savant, c'est un livre un peu de la maturité de ce monsieur, un grand savant, un livre que je conseille à tous les étudiants, parce que c'est un manuel exceptionnel. Si vous cherchez dans l'index, il n'y a pas une ligne, pas une seule fois cité ce cabinet qui est un musée, parce qu'il y a des médailles, des monnaies, des vases, etc. Donc pour vous dire que vraiment, il faut que les bibliothèques et les musées apprennent à travailler ensemble. Donc vous voyez, dans ce magnifique cabinet, nous le verrons tout à l'heure, il accueille par ailleurs la collection archéologique de Caylus, et là je vous montre aussi, ce n'est pas que des monnaies et des médailles, déjà des vases, Caylus, je n'ai pas besoin de le présenter ici, mais des sculptures, des céramiques, etc. Et puis cette manne continue, bien sûr avec la Révolution, mais là aussi on ne se pose pas la question pourquoi les objets du trésor de Saint-Denis ou du trésor de la Sainte-Chapelle arrivent à la bibliothèque. Parce qu'il y a déjà un musée, il y a déjà un cabinet du roi qui est
installés avec un personnel qualifié, parce que le problème aussi, on crée les musées, mais les musées sont dirigés par des peintres qui ne sont pas les spécialistes et les érudits savants de la bibliothèque. Le Louvre est créé en 1793. 1791, le trésor de Saint-Denis, le trésor de la Sainte-Chapelle, par ordre du roi, quelques mois avant sa mort, est de déposer ces objets précieux, ces objets au musée de la bibliothèque. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel vraiment il faut être ferme. C'est vraiment très important dans l'histoire de l'institution. Et puis, le cabinet du roi de la bibliothèque, évidemment, il s'appellera Cabinet des Antiques à la Révolution, n'est pas uniquement un lieu de stockage, c'est un lieu de recherche. Parce que je disais, si dans les musées, il n'y avait pas de latinistes, c'était des peintres amateurs qui s'occupaient des collections, et ça, c'était un véritable problème au début de la création des musées à la Révolution. À la bibliothèque, il y avait les hommes qui étaient capables de déchiffrer, de lire et d'étudier les œuvres. Et c'est le musée de la bibliothèque au XVIIIe siècle est vraiment le foyer de l'archéologie naissante en France. Et un autre élément, les premiers cours publics d'archéologie sont dispensés à la bibliothèque en 1797 à partir d'eux, et on crée un poste de conservateur-professeur. Il devait classer et étudier les collections et donner des cours au public. Bon, évidemment, les visiteurs continuent, mais je n'ai pas le temps de vous parler de ça, donc cette notion aussi de visite. Et là, nous avons bien sûr Napoléon, le pape, mais aussi les touristes. Lady Morgan, les Anglais reviennent à Paris après la paix d'Amiens, donc il y a tout un foisonnement, une vie d'érudits, de chercheurs, d'artistes et de visiteurs. Les acquisitions continuent. Berthouville en 1830, on l'arrache au Louvre à 24 heures près, et puis le duc de Luynes, pareil, il aurait pu léguer sa collection au musée du Louvre, mais il la lègue à la bibliothèque, parce qu'à la bibliothèque, il y avait ses interlocuteurs scientifiques, et puis il pense justement qu'au Louvre, cette collection aurait été noyée dans la masse campana, des sculptures, etc. Et même au moment où Labrouste démonte le musée, démonte le cabinet du roi, on expose de manière provisoire les objets, le tronc d'Agobert, etc. Vous voyez, là où il y a aujourd'hui l'école des Chartes, la bibliothèque de l'école des Chartes, et à la même époque, au moment des restaurations de Labrouste, là aussi c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, on crée un véritable musée du livre. Ça, c'est la galerie Mazarin au début du XXe siècle, donc après les travaux de restauration d'Henri Labrouste qui a sauvé ce monument majeur de l'histoire de l'art européen, et on expose par rotation des incunables, des manuscrits illuminés, donc il y a déjà cet esprit de montrer de façon plus permanente. Mais le cabinet du roi et le livre, ce n'est pas le seul objet exposé. La bibliothèque, vous savez, va devenir la plus grande collection, on pourrait dire au monde, je pense, je parle sous le contrôle de Séverine, de photos, même s'il n'y a pas un véritable dépôt légal, mais les premières photos rentrent à la Bibliothèque nationale très tôt parce qu'elles vont retrouver déjà un cabinet, c'est-à-dire un lieu où on sait gérer la gestion de collections graphiques, comme on dit, dessins, gravures, et donc avec l'entrée des collections très tôt, et puis de même le cabinet des estampes déménage dans la galerie Mansart, et on commence à organiser, donc vous voyez, malheureusement pour la conservation des collections, mais on expose régulièrement dans l'embrasure des fenêtres, donc en plein de lumière, les dessins de Dürer, les gravures de Schongauer, etc. Mais là aussi, c'est un lieu, ça a toujours été un cabinet plus ouvert par rapport aux livres manuscrits, parce qu'on accueillait des gens de la mode, des journalistes, des modistes, des artistes qui allaient copier et les estampes et tout ce monde d'image. Donc là, oui, cette image du milieu du 19e siècle résume parfaitement un autre musée, en quelque sorte, le musée des arts graphiques, parce qu'il y a les chercheurs, lecteurs au milieu, et à droite et à gauche, vous avez les bourgeois qui vont visiter. Puis, à partir de la Révolution, même avant la Révolution, on commence véritablement une politique d'exposition, je dirais temporaire, mais temporaire qui durait des années et qui ont abîmé certaines des ouvrages.
mais aussi du côté des livres. Ce n'est pas une collection morte. Évidemment, les acquisitions de manuscrits se poursuivent sans interruption sous la Révolution, au XIXe siècle et tout au long du XIXe siècle, mais le legs de Victor Hugo affirme définitivement le caractère de conservatoire de la littérature moderne et contemporaine de la Bibliothèque nationale, et vous connaissez le codicile à son testament pour que cette bibliothèque devienne un jour la bibliothèque des États-Unis d'Europe. C'est l'aboutissement d'une longue réflexion qui fait considérer à Victor Hugo ces manuscrits comme un trésor à préserver au même titre que les monuments historiques pour lesquels il s'était longuement occupé de cette sauvegarde. Et dans cet esprit, on continue avec les acquisitions de Proust, Lamartine, Thiers, etc. Et en 1917, on ouvre un véritable musée moderne pour l'époque et très beau. Ça, c'est la photo de la salle des colonnes avant les ravages des années 80 du siècle dernier. Donc, oui, la bibliothèque n'a jamais vraiment abandonné la notion d'avoir un musée à côté des autres départements. De même, les acquisitions de la musique, la création d'un véritable département, bien que la musique est présente dans les collections royales depuis toujours, mais en 1942, la création est jusqu'à, je vais mis la photo de Barbara parce qu'on vient d'acquérir, donc ce n'est pas des collections mortes, c'est des collections vivantes. De même, je vais rapidement, Séverine a parlé de la rotonde des arts du spectacle, pareil, le dernier département né de la bibliothèque en 1976, bien que son histoire est bien plus ancienne, permet à la bibliothèque d'avoir des costumes, des marionnettes, donc des objets de façon différente. Le grand projet Mitterrand arrive, mais ça vous connaissez mieux que moi le sujet, donc restait ce site Richelieu un peu à l'abandon, il faut le dire, avec des situations de sécurité des collections, de conservation qui étaient un peu à revoir. Donc 60 000 mètres carrés de restauration, et l'idée c'était celle de ne jamais fermer le site. On aurait pu faire comme à la Vatican. À la Vatican, pendant 5 ans, ils ont fermé la bibliothèque, ils ont envoyé un mail très gentil aux lecteurs en disant on ferme pour un temps indéterminé. Donc c'est la bibliothèque personnelle du pape, donc on ne peut rien dire. Là, il y a toujours cette idée de rendre accessible, donc avec un travail double, parce qu'à chaque fois, il a fallu déménager des collections des deux côtés. La première phase, donc les travaux commencent en 2011, ils s'achèvent en 2016 pour la phase appelée Richelieu. La phase Vivienne va de 2017 à 2021. Là, quelques chiffres, mais ça, vous les connaissez, vous les retrouvez sur le site également de la Bibliothèque nationale. Donc l'atelier Gaudin assure la maîtrise d'œuvre, donc il est le restaurateur de l'ensemble du site, tandis que pour la muséographie, il y a un concours international et c'est l'agence Guicciardini et Magni de Florence qui obtient la maîtrise d'œuvre pour l'espace musée. Donc ça, vous avez vu comment cette magnifique salle de 1907 a été vraiment massacrée dans les années 80 parce qu'on l'a entresolé et on a transformé ce beau musée en réserve visitable. Il faut dire aussi qu'il faut faire très attention parce qu'évidemment, en bibliothèque, on manque toujours d'espace, mais on ne peut pas détruire cette magnifique acheté. Donc l'idée, c'était surtout de restaurer les volumes. C'est ça qui était très important. Le projet de Gaudin a été vraiment de redonner une nouvelle lisibilité à cet ensemble, de vider les espaces avec toutes les infrastructures que depuis Mazarin jusqu'à nos jours avaient eu lieu dans la bibliothèque, donc vider, démolir, détruire, recréer une circulation digne et rationnelle. Et donc avec la création de ce nouvel escalier, qui a été l'objet de polémiques, mais je vous assure, vous le vivez tous les jours, il est sublimement pratique et utile pour la distribution des espaces et pour la circulation des publics, parce qu'on on restaure un monument avec autant de millions provenant des impôts des Français, il faut redonner cet espace au public, et le public ne pouvait pas circuler avec cet escalier escarpé qui montrait son dos à l'entrée de la bibliothèque. Donc, escalier qui permet l'accès donc non seulement au musée, mais également à la salle de lecture de la musique, des arts du spectacle, des manuscrits. Donc, la salle des colonnes, vous avez déjà vu,
avec cette idée, voilà, la transparence des vitrines pour ne pas cacher la beauté des lieux, parce que nous sommes dans un espace, bien que 1917, un espace patrimonial, thématique pour la collection archéologique, et là on l'a fait vraiment pour les écoles, parce que un professeur, un enseignant peut expliquer l'art de la monnaie, la mythologie, l'art du portrait. Donc on n'a pas fait comme dans les musées archéologiques classiques, les bronzes, les terres cuites, les marbres, non, on a mélangé les objets, les typologies, etc. La salle le cabinet précieux avec le trésor Bertheville, la patère de Rennes, etc. Le pauvre Luynes a retrouvé sa salle magnifique, et là aussi, la salle de lecture est devenue un espace muséal, parce que là, on raconte l'histoire du cabinet des médailles, depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, la reconstruction du salon Louis XV, et dans la galerie Mazarin, qu'on n'appelle plus galerie des trésors, mais dans laquelle on montre les œuvres, les richesses patrimoniales de la bibliothèque par rotation, parce que, comme vous savez, la fragilité des collections est telle qu'elle nous impose un rythme titanesque de rotation tous les 4 mois, et là vous avez une vue de sauf le trésor de la Sainte-Chapelle, heureusement il a retrouvé une magnifique vitrine à l'entrée de la galerie, et il ne bouge pas, sauf pour des expositions temporaires exceptionnelles. Sinon, à chaque vitrine, dans chaque vitrine, vous leur racontez une histoire. Donc, ce n'est pas isolé le trésor, mais les vitrines c'est une sorte de présentation chronothématique sur l'histoire de France. Cette année, c'est la thématique autour des révolutions scientifiques, culturelles, politiques, etc. L'année prochaine, on va montrer à partir de septembre prochain, on va montrer les collections extra-européennes, mais toujours selon une approche chronothématique dans chaque vitrine. Là, par exemple, c'est la vitrine sur les Carolingiens et les Mérovingiens, où je vous montre une vitrine sur art et pouvoir à l'époque de Mazarin à Louis XIV, ou encore une grande simèse, parce qu'évidemment, pour montrer cette richesse, pas uniquement les manuscrits, mais les estampes, les photos, la richissime collection d'affiches, etc. Et tout cela avec un apparat de médiation extrêmement important, qui n'est pas une greffe à la fin du projet, mais nous avons cheminé ensemble, comme on dit, on a appris à travailler ensemble. Donc l'équipe de médiation qui s'occupait de la médiation a vite intégré l'équipe scientifique du projet du musée. Effectivement, nous avons fait appel à une société aussi de conseil, donc effectivement avec une médiation extrêmement importante. Là, je vous montre quelques chiffres. Donc là aussi, c'est un lieu de vie. Je ne vous montre pas les photos de la salle ovale que vous connaissez, de la salle de la bibliothèque de l'INHA, l'ancienne salle de lecture de la BNF, de la Bibliothèque nationale, aujourd'hui appelée salle Labrouste. Donc ça, c'est des espaces que vous connaissez, donc bien sûr, lieu de vie. Mais je préfère vous donner quelques chiffres pour conclure. Donc fin mai 2024, nous avons eu 1 150 156 visiteurs sur le périmètre BNF, salle ovale, musée, expo, salle de recherche, ESC, manifestations, sans hors INHA. Donc ça, c'est vraiment les chiffres des visiteurs du site BNF. Donc nous pouvons être très satisfaits. Donc, et il faut dire aussi que le million de visiteurs a été atteint en février, soit en 18 mois après l'ouverture. Combien de visiteurs pour le musée? Donc fin mai 2024, 215 127 visiteurs. Et là aussi, on peut être assez satisfait parce que nous sommes au cœur de Paris, certes, mais l'offre est telle et nous sommes écrasés entre le Louvre et Pompidou et le musée d'Orsay. Donc là aussi, il faut se réapproprier. Je dis, il faudrait vraiment aller à la chasse du public. C'est déjà pas mal d'avoir dépassé les 200 000 visiteurs, mais pour expliquer que, parce que pour le public, dans l'imaginaire, la bibliothèque est fermée. La bibliothèque est un lieu où on accueille uniquement les chercheurs attitrés, etc. Donc vraiment, la bibliothèque a beaucoup travaillé, parce que maintenant, vous savez, on peut accéder aux salles de recherche à partir de la licence, la salle ovale est libre, gratuite à tous, mais tout cela, il faut encore de la communication, parce que ce bâtiment, cette forteresse qui est restée en travaux pendant très longtemps, donne l'idée de l'impénétrabilité. Donc effectivement, le jardin
nous aide beaucoup parce qu'effectivement, dans la rue, on voit cet espace. C'est encore plus beau aujourd'hui. Ça, c'est des vieilles photos du printemps dernier. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est encore plus splendide. Donc, effectivement, le jardin invite, mais le public doit se réapproprier d'un lieu qui était quand même en quelque sorte jamais fermé, mais un peu isolé. Il vivait dans son isolement il a vécu dans son isolement pendant quelques décennies. Merci pour votre attention et peut-être après pour des questions. Merci beaucoup, Gennaro, de nous avoir présenté cette mue du site Richelieu, effectivement, de bibliothèque de chercheurs, plutôt effectivement repliée sur elle, un espace en tout cas qu'on souhaite le plus ouvert possible. Il y a juste un petit exemple que je voulais citer, parce que je pense qu'on va avoir une double lecture, c'est celui de la Rotonde des Arts du Spectacle. Il a été présenté par Séverine, il a été présenté par Gennaro. Je ne sais pas si dans la salle les gens savent ce qu'était autrefois la Rotonde des Arts du Spectacle. C'était en fait la salle de lecture de la réserve des livres imprimés de la bibliothèque. C'était le saint des saints. C'était là, effectivement, que les chercheurs venaient consulter les imprimés les plus précieux de la bibliothèque. Donc, quand vous visitez la Rotonde, il y a encore des cartouches peints avec les noms de François Ier, de Grolier. Et je regrette que dans le parcours, il n'y ait même pas un panneau qui explique ce qu'était cet espace auparavant. En fait, on est jeune, hein. Même si on remonte à Louis XI, en tant que musée, effectivement, il y a toute une réflexion. D'ailleurs, elle ne s'appelle plus Rotonde des Arts du Spectacle, parce que l'idée, nous manquons, même si nous avons 60 000 m², nous manquons cruellement d'un cabinet d'art graphique, bon ça c'est un autre sujet, mais nous manquons aussi d'un cabinet pour montrer les acquisitions récentes. Donc la présidence a décidé que ce n'est plus uniquement une rotonde des arts du spectacle, mais pour montrer aussi des acquisitions récentes. Là on montre la Nation Beaumarchais, donc effectivement c'est fini. Maintenant ça s'appelle tout court Rotonde. Mais effectivement avec le nouveau président, on s'est donné vraiment un moment de réflexion pour revoir toute la signalétique, les panneaux, parce que pareil, le musée, on doit encore travailler pour expliquer aux gens pourquoi un musée. Je vous dis, la question que tout le monde me pose, elle n'est pas très claire, même quand on le visite et on lit les panneaux. Donc effectivement, il faut partir de la base. Pourquoi un musée à la bibliothèque? Qu'est-ce que c'est cette rotonde? Justement, tu as tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle Galerie Rondelle, mais c'était la galerie de la réserve. La rotonde, c'était la salle Van Pratt. Il faut expliquer un peu le rôle. Donc tout ça, ça va arriver. Mais je la cite parce que je trouve qu'elle est emblématique de la thématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut soit considérer qu'effectivement, on est passé d'un espace très fermé, pour lequel il fallait en fait montrer patte blanche pour y accéder, à un espace ouvert au public, ou à l'inverse aussi. On est passé d'un lieu effectivement d'études, où on avait accès à des collections particulièrement riches, particulièrement remarquables, à un espace que je qualifie de muséal, où on a peut-être perdu quelque part l'essence et l'âme de ce qu'était la bibliothèque. Voilà, juste vous soumettre cette double lecture possible de cet exemple. Alors, l'heure tourne, et donc je vais convier maintenant Jérôme à nous présenter un projet, alors qui lui n'est pas encore concrétisé, qui est encore en cours d'élaboration. C'est intéressant pour nous d'avoir à la fois des projets très récents, comme celui de Colmar et de la BNF, et de projets à venir, celui de la BNUS. Donc merci beaucoup à Jérôme Schweitzer de nous présenter le projet de musée de l'Orient de la BNUS. Merci d'avoir proposé à la BNU de présenter lors de ces journées ce projet de musée de l'Orient. Donc, je précise que je remplace Emmanuel Marine, qui est le chargé de mission musée au sein de notre établissement et qui, lui, travaille quotidiennement sur cette question de musée de l'Orient. Moi, j'interviens davantage au titre de la valorisation du rayonnement de l'établissement sur ces questions, notamment à travers le service culture et médiation dont je vais reparler dans ma présentation. Et donc je voulais en introduction expliquer pourquoi un tel projet à la BNU. Ça ne va pas forcément de soi lorsqu'on ne connaît pas forcément l'établissement. Et donc je vais commencer par quelques brèves informations sur l'histoire de l'établissement. Donc comme l'a évoqué d'ailleurs Rémi, la bibliothèque actuelle est issue d'une destruction
des bibliothèques de Strasbourg en 1870 et d'une reconstruction donc à partir de 1871 sous l'égide de l'Empire allemand et la création de la Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Strasbourg avec une volonté des autorités impériales allemandes de faire de Strasbourg un centre important pour l'étude de l'Orient ancien. Et donc des moyens importants qui ont été accordés c'est pas moi. Du coup, des moyens importants qui ont été accordés à la Bibliothèque impériale et à l'Université de Strasbourg, qui est aussi recréée à partir de 1872 pour étudier donc l'ensemble de ces disciplines et donc en particulier l'archéologie orientale. Et à ce moment-là aussi, donc entre 1871 et 1918, la BNU, donc la Bibliothèque impériale de l'époque, est à la tête de ce qu'on appelait le Papyrus Cartel, qui était un regroupement de grandes bibliothèques allemandes qui achetaient des papyri disponibles sur le marché. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la BNU dispose d'une des plus importantes collections d'antiquités orientales en France, avec plus de 5000 papyri, plus de 5000 ostracas, des étiquettes de momies, des tablettes cunéiformes, des ensembles d'objets qui n'étaient pas destinés ce ne sont pas des objets spectaculaires, puisque contrairement à l'exemple qu'on vient de présenter, on ne mérite pas de collection royale, mais c'est vraiment dans un objectif d'étude que ces ensembles ont été constitués, et c'est sur cette base, sur cette historique-là, qu'on a voulu s'appuyer pour développer aujourd'hui ce projet de musée de l'Orient, qui est aussi qui s'appuie sur ce noyau initial de la BNU, mais qui se veut un projet partenarial qui se construit petit à petit avec les collections de l'Université de Strasbourg, puisque l'université dispose de ses propres collections, notamment à la bibliothèque de la Micha, avec des objets antiques également. Des collections également des musées de Strasbourg, puisque jusqu'à la Première Guerre mondiale, il existait un Hohenlinde Museum consacré en particulier aux arts décoratifs orientaux, et le soutien extrêmement fort également du musée du Louvre dans la réflexion et dans la construction de ce projet. Donc pour revenir à une période plus contemporaine, la réflexion en fait existe depuis les années 60 avec un premier projet qui avait été imaginé à l'époque par André Parrot, un archéologue, et en lien avec à l'époque Pierre Flimelin et André Malraux, un projet qui a été repensé à partir des années 70 puis des années 80 et qui a finalement été mis en sommeil à ce moment-là faute de trouver un lieu adéquat pour accueillir ce projet de musée. Et ça a été relancé au sein de la BNU à partir de 2019 en s'appuyant sur les évolutions aussi connues par la bibliothèque, qui a été donc rénovée entre 2010 et 2014, et dont l'un des éléments importants de ce projet de rénovation était la mise en place de réserves visitables. Donc il y a 5 espaces de réserves visitables, dont un consacré spécifiquement aux collections antiques au sein de la bibliothèque. Et à l'usage, on s'est rendu compte que ces espaces nécessitaient une évolution à la fois dans le parcours, dans la manière dont on présentait les choses et sur le discours. Et donc ce sont des choses qui, dans des espaces tels qu'ils ont été livrés à partir de 2014, ne semblaient pas possibles pour différentes raisons, un manque de flexibilité, un manque parfois aussi de moyens pour mettre en valeur ces collections différemment. Et donc il y a eu tout un projet de réflexion qui s'est appuyé sur une exposition qui s'appelait Anna Ziguratim, dont on voit l'affiche ici, qui est un projet qui a été porté donc par la BNU, l'Université de Strasbourg, notamment le professeur Philippe Quenet et le musée du Louvre, autour de la Mésopotamie. Un projet qui était à la fois donc un projet de recherche appuyé sur les recherches en archéologie menées par Philippe Quenet et ses étudiants, et donc des objets conservés à la BNU ou au Louvre. Et ça a donné lieu
à la mise en place d'une convention tripartite BNU Louvre-Université pour l'accueil régulier de différents dépôts. Donc on accueille depuis 2019 régulièrement des dépôts d'objets du Louvre dans les réserves visitables pour renouveler, donc comme je le disais, le parcours, permettre aux visiteurs de revenir dans nos réserves. Et donc ce sont des parcours qui sont conçus à la fois pour répondre donc à la curiosité du grand public, mais aussi pour servir d'objet d'étude dans le cadre des TD organisés dans les enseignements d'archéologie orientale de l'Université de Strasbourg. Et donc, actuellement, on a 2 dépôts qui sont en parallèle. Et il y a eu donc un renouvellement. On a eu donc un dépôt anatolien, un dépôt phénicien. Là, on vient d'accueillir un dépôt autour de l'archéologie de l'Ouest iranien. Et on accueille également un dépôt actuellement sur la céramique de Fustat. Donc c'est un dépôt du département d'art de l'islam du musée du Louvre. Et donc à cette politique de dépôt, on a ajouté également l'organisation d'expositions temporaires pour donner corps donc à ce projet de musée. Donc, qui n'existe pas physiquement, mais qui donc dispose ponctuellement de ces différents événements, avec notamment le projet, l'exposition qui a été présentée entre 2021 et 2022, l'Orient inattendu, donc qui était sous-titré du Rhin à l'Indus, puisque ça fait partie d'un des éléments forts dans le projet en cours de réflexion sur le musée. Ce sont les échanges entre l'Orient et l'Occident, et en particulier entre la vallée du Rhin et l'Orient. Donc le projet était sous-titré d'ailleurs du Rhin à l'Indus, où on a mis en valeur le parcours de différents orientalistes. On a pu évoquer notamment le deuxième administrateur de la BNU, Julius Euting, qui lui aussi a participé à la constitution de ces collections, qui était orientaliste, philologue, archéologue. On a pu évoquer aussi, puisqu'on est à Colmar, la personnalité de Bartholdi, qui a également beaucoup voyagé en Égypte. Et donc tout ça, c'était dans ce projet dont le commissariat avait été assuré par Claude Lorenz, donc conservateur à la BNU, et Noran Benazouma, qui est enseignante à l'Université de Strasbourg. Donc là, il y a d'autres images d'illustration, donc sur la céramique de Fustat que j'ai évoquée, et donc sur ces dépôts anatoliens et phéniciens. Et donc c'est sur la base de ces expérimentations que le projet de musée s'est inscrit dans le projet d'établissement actuel de la BNU et dans sa stratégie, avec une approbation donc au sein du conseil d'administration de la BNU en 2021. Avec aussi un rappel par rapport au statut de la bibliothèque, qui est donc un établissement public administratif qui dépend directement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et dont dans le décret, il est noté que la BNU dispose donc de missions de valorisation culturelle et scientifique de ses collections. Et donc ça s'inscrit véritablement dans ces missions, dans l'ambition de développer, en plus de nos activités documentaires, cette activité muséale pour favoriser la connaissance sur ces collections relativement peu connues et également favoriser l'émergence de projets scientifiques autour de ces collections avec les équipes de l'Université de Strasbourg, en particulier celle de la MICHA. À cela s'est ajoutée donc une stratégie de renforcement des compétences muséales. Ça avait été évoqué dans la conférence inaugurale de Madame Le Pen, des compétences au sein des équipes de la BNU, avec à partir de 2020 une réorganisation de notre organigramme et donc la création du département dont je m'occupe, partage, diffusion et réseau, qui comporte en son sein une équipe dédiée à la médiation et aux questions culturelles, où donc on va trouver des compétences qu'on trouvera davantage dans les musées que dans les bibliothèques, notamment donc un régisseur d'œuvres, un chargé d'édition. On a également 2 personnes spécifiquement chargées de la médiation, puisque c'est aussi quelque chose qu'on cherche à renforcer dans le cadre aussi de nos contacts et de notre travail régulier avec le rectorat,
l'accueil de classes, l'accueil également de jeunes publics sont des choses que la BNU n'avait pas l'habitude de faire auparavant et que le projet de musée lui donne l'opportunité de développer. Une coopération forte avec le Louvre qui s'est traduite très récemment par l'organisation de l'exposition Marie en Syrie, donc avec le département des études orientales du Louvre, donc qui a été monté également avec le musée de Marimont en Belgique, et qui a consisté à présenter la vision qu'on voulait montrer au public du parcours tel qu'on l'imagine dans notre projet de musée, c'est-à-dire un dialogue entre les archives scientifiques conservées au sein des bibliothèques ou des instituts de recherche, donc des documents qui sont pour nous bibliothécaires plus habituels de manipuler, de travailler avec, et mettre ces archives en rapport avec les objets découverts, donc en particulier le fameux lion de Marie qui était vraiment le chef-d'œuvre au cœur du projet d'exposition. Et à cela s'ajoutent donc également des compétences muséales, comme le développement d'une stratégie de mécénat en lien notamment avec la fondation de l'université, une campagne donc, qui est symbolisée par ce pictogramme rose qui est la campagne en attendant le musée, donc avec un fonds de dotation spécifique destiné à développer le mécénat sur la question du musée, de la valorisation de ses collections orientales. Également une réflexion, donc, comme je le disais, de recherche avec l'accueil de bourses chercheurs dans le cadre du dispositif Codex Percé, qui sont consacrés à deux fonds importants pour le musée, le fonds de manuscrits arabes et le fonds von Hallerstein, donc un archéologue du début du 19e siècle dont la BNU conserve les dessins, les carnets et le fond, qui ont pu faire, grâce à l'apport de Codex Percé, l'objet d'une étude approfondie et également de description, de catalogage qui n'avait pas pu être fait auparavant. Et à cela s'ajoute aussi, justement comme je parlais de catalogage, la dotation par la BNU d'un véritable logiciel d'inventaire, puisque ces objets qu'on conserve étaient jusqu'à présent relativement mal décrits, puisque le SIGB classique qu'on utilise ne permet pas de l'écrire comme le fait un logiciel d'inventaire de musée. Donc on s'est doté depuis 2 ans maintenant d'un logiciel qui s'appelle WebMuséo, qui nous permet à la fois donc de gérer nos collections et celles des partenaires éventuels, mais aussi donc de gérer la régie d'œuvres lorsqu'on accueille justement les dépôts du Louvre par exemple. C'est quelque chose qui maintenant est entré en application. Il y a également eu la mise en place d'une véritable commission de prêt également, qui se concentre essentiellement d'ailleurs sur le prêt de livres, d'estampes à d'autres institutions, mais qui n'existait pas auparavant et qui traite entre 30 et 40 demandes par an de différents musées. Comme ça se passe dans les musées d'ailleurs, que traitent ensuite les équipes de la BNU. Et cette stratégie s'appuie également sur un existant, puisque on a pu créer donc ce service culture et médiation, mais au sein de l'établissement, il existe, on a la chance d'avoir un atelier de restauration avec 5 restaurateurs, un atelier photo avec 3 agents également, et ce sont des compétences dont on disposait déjà qui nous permettent aussi d'avancer sur ce projet de musée avec une évolution partielle des missions de l'atelier de restauration qui se concentrait auparavant beaucoup sur les missions de conservation, restauration du patrimoine écrit, et qui s'ouvre petit à petit aussi aux questions de conservation beaucoup plus complexes des objets, avec du métal, de l'argile, etc. Des questionnements autres qui se posent par rapport à la mise en valeur et à la protection de ces objets. Et donc actuellement,
L'exposition Marie s'est terminée donc au mois de mai. Elle a été un succès relatif. On a eu plus de 13 000 visiteurs. On a une moyenne d'environ 200 visiteurs par jour. Un accueil de différentes classes scolaires. Et également une autre expérimentation qu'on a mis en place dans la perspective du musée, qui est la tarification de l'entrée aux expositions. Auparavant, nos expositions étaient gratuites. Mais de manière un peu paradoxale, on s'est rendu compte que cette gratuité nous faisait perdre de la lisibilité, de la visibilité, puisqu'on n'était pas associé à l'idée d'être un musée, d'autant plus qu'on s'appelle bibliothèque. Donc ça nous a permis d'entrer par exemple dans le réseau Pass Museum, qui est un réseau présent dans le Rhin supérieur, qui rassemble plusieurs centaines de musées, en Suisse, en Allemagne ou en France, et de nous offrir davantage de visibilité que si on était resté gratuit. Et donc dans les prochaines étapes en cours de réflexion, il y a des réflexions sur le lieu d'implantation du musée, puisque c'était la véritable pierre d'achoppement jusqu'à présent dans les projets passés. Le lieu ne serait pas forcément, il ne serait pas dans la bibliothèque, dans le bâtiment de la place de la République à Strasbourg. On cherche un lieu extérieur. Dans les besoins actuellement évalués par le conseil scientifique du musée, puisqu'il y a un conseil scientifique spécifique au musée, on estime qu'il faudrait entre 3000 et 5000 mètres carrés. Et donc il y a des discussions qui sont en cours, soit du côté de l'université, qui dispose déjà d'un pôle muséal assez important à Strasbourg, avec un musée zoologique qui est co-géré par la ville et l'université de Strasbourg, un musée minéralogique, un planétarium ou un musée de moulage. Et donc un musée de Lorient, musée universitaire de Lorient pourrait s'implanter dans ce paysage, où il y a également des discussions du côté de la ville, puisque le musée de Lorient présenterait l'avantage pour les musées de Strasbourg d'une ouverture sur des cultures extra-européennes, puisqu'il y a une dizaine de musées à Strasbourg, mais ils sont spécialisés plutôt sur les cultures européennes. Et donc ça permettrait une ouverture pour le réseau des musées. Donc il y a des discussions qui sont en cours avec les collectivités locales sur ces questions. Et sur la recherche de financement, il y a également une réflexion lancée avec les collectivités sur le nouveau contrat triennal, donc qui est paru en avril. Donc plusieurs millions d'euros pour renforcer le rôle de Strasbourg capitale européenne. Et dans ce cadre-là, il existe notamment un fonds culture qui pourrait soutenir ce projet musée. Et donc là, j'ai mis quelques exemples issus des collections de la BNU, de papyri, de plaques cunéiformes, de différents objets archéologiques qui symbolise donc ces collections. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation de ce beau projet. Alors là, c'est vrai que le temps nous manque, hein, mais je pense qu'on pourra peut-être continuer à échanger pendant la pause déjeuner. J'ai relevé quand même des choses très très intéressantes dans cette présentation, où là on a vraiment affaire à la naissance d'un musée, certes qui part des collections de la bibliothèque, mais qui, à terme, tel que vous le présentez, pourrait se détacher complètement de la bibliothèque. C'était intéressant de noter aussi cette volonté d'adapter les codes des musées, en fait, hein, puisque donc, vous mettez en place une entrée payante qui n'existait pas jusqu'à présent, vous voulez rentrer dans le réseau du Pass Museum de Strasbourg. Donc là, effectivement, il y a cette question de crédibilité, voilà, peut-être une transformation en tout cas qui interroge, enfin qui moi me pose question. Je ne sais pas si je ne veux pas la mettre mal à l'aise, mais il y a une représentante de l'enseignement supérieur dans la salle. Je ne sais pas comment voilà ce mouvement peut être perçu. Est-ce que vous envisagez à terme une labellisation Musée de France? Enfin, il y a plein de questions derrière qui. Ça fait partie. Oui, la labellisation Musée de France, il y a aussi également des discussions avec la DRAC Grand Est, bien sûr. Ça fait partie de l'ambition du projet, à terme, de disposer du label Musée de France aussi, oui, effectivement. Donc, exemple particulièrement éclairant. Merci beaucoup.
Et je passe la parole à Emmanuel Minorichaume pour le projet. Alors là, c'est un projet, comme je me parlais, qui date un peu, hein, qui a une vingtaine d'années, et là qui est repensé. Après 20 ans, justement, quel bilan on peut tirer hein, de bibliothèque qui a été assez exemplaire en la matière, et comment est-ce qu'on peut repenser les choses aujourd'hui à l'aune de tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je précise d'emblée que je n'ai pas vécu hein, la genèse de ce parcours scénographié qu'on appelle 1000 ans de livres à 3. Ça m'a permis, enfin cette invitation m'a permis avec grand intérêt justement de faire un travail d'archéologie sur le projet proprement dit. Donc ça va être voilà, une grande partie de mon exposé pour vous indiquer voilà, ce qui a prévalu cette mise en œuvre, et puis des constats aujourd'hui et des perspectives pour demain. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a Geoffroy Grassin, non il n'est pas là, qui est aujourd'hui à Niort, hein, qui a participé au projet. Il aurait pu, voilà, avec profit, compléter mon propos, mais non, pas de main se lever. Alors, juste un petit mot, mais là aussi, de toute façon, ça n'a rien d'original. Hein. La bibliothèque de Troyes est une bibliothèque classée. Hein. Aujourd'hui, c'est la médiathèque Jacques Chirac, hein, conserve un patrimoine écrit et graphique vraiment exceptionnel. Fruit, comme voilà, beaucoup d'autres bibliothèques, hein, d'une longue histoire ancrée dans son territoire. Donc, je vais vite, hein, parce que justement, on m'a dit de me presser, puisqu'on est à la fin de cette première table ronde. Hein. 2 fonds d'excellence, hein, un fonds de manuscrits médiévaux, à peu près 1700 unités matérielles, et puis aussi un autre fonds d'excellence, celui de la Bibliothèque Bleue. Hein, donc, postérieur, bien évidemment, en termes de chronologie. Et là aussi, hein, c'est vraiment l'histoire de Troyes hein, qui est représentée par ces 2 fonds d'excellence. Alors, la bibliothèque de Troyes, telle qu'elle est aujourd'hui, quant à son bâtiment, hein, naît d'une programmation hein, au mi-temps des années 90 pour construire une nouvelle bibliothèque. Hein, comme très souvent, on est à l'étroit hein, dans les anciens bâtiments. Et la collectivité, à l'époque, hein, candidate hein, pour être éligible hein, au programme des BMVR, hein, Bibliothèque municipale à vocation régionale, hein, porté par l'État. Je précise que ça a été aussi le temps hein, du passage d'une tutelle municipale à celle de l'agglomération troyenne, à l'époque Grand Troyes et aujourd'hui Troyes Champagne Métropole. Et je précise aussi, parce que ça peut avoir, ça a des conséquences, hein, c'est que nous sommes le seul établissement culturel de Troyes Champagne Métropole. Toutes les autres compétences culture sont restées au niveau de la ville de Troyes. La programmation est confiée à ce moment-là à 2 architectes, hein, Pierre Dubesset et Dominique Lyon. Le bâtiment a été inauguré en 2002 et il a reçu hein, un prix très prestigieux hein, qui est celui de l'Équerre d'Argent. Avec un credo, hein, je cite, « Plutôt que de présenter un front bâti, la bibliothèque met en scène ses fonctions intérieures de manière à présenter un paysage construit à l'échelle urbaine et organisé en profondeur. » Et là, vous avez un petit dessin hein, de l'époque, si je puis dire, de la programmation, qui montre qu'effectivement, hein, on voit tout, hein, tout est transparent. Et là, vous avez une vue hein, de la bibliothèque aujourd'hui. Alors, elle date, hein, parce que bon, depuis, bien évidemment, hein, les abords ont été aménagés et en partie verdis. Mais tout de suite, hein, on s'aperçoit que, voilà, en termes de conservation, hein, il y a quand même un hiatus hein, immédiat hein, par rapport voilà, à tout ce projet. Dans le même temps hein, de ce programme de construction, il y a un important programme de valorisation du patrimoine. Il y a au premier chef hein, la réinterprétation de la grande salle. Donc à gauche, vous avez une photographie ancienne, hein, je crois que c'est 1929, hein, de l'ancienne grande salle, hein,
qui était dans l'ancienne bibliothèque logée dans l'ancienne abbaye Saint-Loup. Et puis donc la volonté voilà, des architectes, c'est d'avoir un beau geste, bien sûr, et de reconstituer en la réinterprétant cette grande salle, et vous en avez une vue à droite, donc c'est toujours l'effet waouh quand on rentre dans cette salle, donc plus de 50 mètres de profondeur avec un jeu, vous le voyez sur la perspective. Et puis les rayonnages comme autrefois qui montent voilà, quasiment 8 mètres de haut, et dans le fond il y a toujours, c'est du patrimoine aussi, ces girafes qui permettaient d'accéder jusqu'au plus haut des rayonnages. Voilà. Je vous montre aussi avec ces quelques vues la transparence, donc là nous sommes dans la grande salle. Sur la photo de gauche, vous avez plein de petites fenêtres, justement, qui donnent sur le parcours scénographié. Vous avez en haut à droite une vue de la grande salle vers l'extérieur, et vous voyez, c'est plein jour. Et puis la dernière photo du bas, là on est à l'extérieur, en haut du parcours scénographié, et on voit aussi dans la grande salle. Donc une forte mise en scène. Et puis, deuxième volet justement du programme de valorisation du patrimoine, on conçoit un circuit de visite scénographiée qui est donc appelé 1000 ans de livres A3. Donc avec des objectifs, on va dire assez classiques, mais importants et qui font sens. Donc rendre parlante l'histoire de la collection à un large public, là ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est bien évidemment un des objectifs, un patrimoine bien sûr un bien commun, sachant que là aussi, dans l'ancienne bibliothèque, c'était totalement inaccessible. Donc on crée un espace de vulgarisation, mais dans le même temps qui s'appuie aussi sur des travaux scientifiques préalables sur chacun des thèmes abordés. Et puis également l'objectif de ne pas viser à l'exhaustivité, mais surtout à la représentativité. Je voulais dire aussi que dans le même temps, cette même période, donc les premiers textes marquant cette réflexion et ces avant-projets datent de 1997. C'est aussi la période où on lance de grandes opérations de numérisation. Donc on pense à un parcours autour de la grande salle, donc vous avez voilà, une petite vue architecturale, donc ce qui est entouré en jaune, c'est la grande salle, et puis donc on chemine tout autour de la grande salle. Alors au bout, en fait on est à plusieurs niveaux, je vous expliquerai, c'est un magasin, mais en fait comme ça monte, le haut de la grande salle est bien en plongée sur... Enfin, le parcours est en haut, en plongée sur la grande salle. Donc, ça propose, je l'ai entendu à plusieurs reprises, une remontée dans le temps, alors au sens propre et au sens figuré, puisqu'il y a une forte déclivité sur le parcours Céno. Et puis, on part de la bibliothèque 21e siècle pour arriver jusqu'au moment fondateur, que furent la fondation de Clairvaux, 1115, et puis le règne d'Henri le Libéral, un des comtes de Champagne. Et là, vous avez deux petites vues. Donc à gauche, c'est plus ou moins le début de l'exposition permanente. Alors pour les intimes, c'est Parcours Céno. Et puis celle de droite, donc là on est en haut de la montée sur la droite, et on a une vue descendante. Mais si on peut dire, le parcours voilà, commence par le XXe siècle pour arriver jusqu'au manuscrit, notamment la Grande Bible de Clairvaux. Alors 40 vitrines, toujours aujourd'hui, pour 8 thématiques. Donc, comme je viens de vous dire, la bibliothèque au XXe siècle, même XXIe siècle,
Comme dans beaucoup de bibliothèques, il y a eu de grands dons et legs au XIXe siècle. Il y en a plusieurs pour la bibliothèque de Troyes, comme celui de Desgarois, Colin-Plancy, Mittantier et d'autres encore. Alors, plusieurs vitrines autour de la bibliothèque bleue, donc littérature de colportage, et la médiathèque de Troyes, voilà, possède un fonds extraordinaire en la matière. Un ensemble sur la bibliothèque des Bouillets, donc grosse collection de plus de 30 000 documents qui a été racheté juste à la veille de la Révolution par le dernier abbé de Clairvaux, dont on recourt. Donc Clairvaux, voilà, la Révolution, c'est à peu près 50 000 documents, ce qui est extraordinaire. Le tout nouveau département de l'Aube à la Révolution présentait sur son territoire de très nombreuses institutions religieuses. Alors bien sûr l'abbaye de Clairvaux, tout au sud, mais aussi sur Troyes et voilà, sur le territoire. Donc c'est mis bien évidemment en valeur, en avant. Une vitrine sur Jacques Hennequin, donc en fait le créateur en 1651 de la première bibliothèque publique de Troyes, chanoine de la collégiale de Troyes. Un focus aussi sur des bibliothèques humanistes, avec tout particulièrement celle des frères Pitou, et des fonds, particulièrement des manuscrits incroyables, dont le plus ancien. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, focus vitrine sur des bibliothèques médiévales, tout particulièrement la collégiale Saint-Étienne, qui abritait la bibliothèque des comtes de Champagne, et puis, bien sûr, on y revient toujours, à la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux. Un choix donc de présenter des pièces attractives, alors bien sûr des documents originaux, manuscrits, imprimés, estampes, etc. Mais aussi des objets en rapport avec de nombreux panneaux illustrés, puis tout l'arsenal attendu, voilà, des bornes interactives et puis des versions bilingues français-anglais. Donc là, vous avez une vue voilà, l'épître de Saint-Paul qui proviennent de la bibliothèque du prince Henri, fils de Louis VI. C'est un des deux facsimilés qui sont présentés dans l'exposition permanente. Sinon, il n'y a que des documents originaux. Et puis, à gauche, un buste d'un des Bouilly, une dynastie de bibliophiles dijonnais. Voilà, et quelques images rapides. Alors, sur la gauche, vous avez voilà, une petite séquence nostalgie pour moi, parce que j'étais enfant à Troyes et j'ai fréquenté souvent dans ma jeunesse cette bibliothèque, qui n'est plus celle-ci, donc. Un espace un petit peu vintage, qui présente la bibliothèque voilà, dans les années 50, 60, 70. Et puis, voilà, de manière classique, traditionnelle, des vitrines avec des cartels et puis des œuvres. Et également, pour habiller tout ce parcours, vraiment qui est très scénographié, voilà, des photos, des cadres, des reproductions, des artefacts, notamment de vitraux. Il y a aussi des maquettes. Voilà. Et puis, voilà, donc principe de vitrine assez classique sur les montées et descentes. Et puis en haut, donc, de l'exposition permanente, des caissons, vous voyez, c'est assez présent, qui abritent, on le voit en bas, voilà, des vitrines là, de nouveau classiques. Donc là, c'est la partie bibliothèque du département, avant la Révolution. Et puis d'autres objets, et là je fais un petit clin d'œil quand ça a été installé. Donc la bibliothèque ouvre en 2002, mais l'exposition permanente est ouverte au public à partir de mars 2003.
temps aussi de s'installer et puis de mener aussi, bien évidemment, avec toute la phase administrative et juridique, toute la programmation. Et donc on a, elle est toujours exposée, la pierre tombale du chanoine Enka. Donc là vous avez une petite vue de son installation. Voilà, alors c'est un projet qui est attribué donc sous la gouverne des deux architectes, bien sûr, à l'agence Ubicen, et qui a travaillé avec deux architectes scénographes, que sont Didier Onde et Sophie Thomas. Donc il y a eu des lots scénographie, graphisme, vidéo, éclairage. Alors, quand on a préparé le tableau, on avait dit qu'on partait un petit peu à la recherche des coûts. Alors, j'ai retrouvé des budgets prévisionnels, mais je ne sais pas exactement. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Donc j'ai trouvé un peu plus de 4 millions en francs. Donc hors inflation, ça nous ferait à peu près 660 000 euros, mais on pourrait presque, je pense, aller aux millions d'euros maintenant avec la notion d'inflation. Alors, on y expose aujourd'hui une centaine de documents et d'objets. Donc, dans les objets, il y a un pilulier d'Hérel, un carré de mandarin, vous avez une petite vue ici, faire des bouillées, la pierre tombale, je vous en ai parlé, un certain nombre de maquettes qui ont été réalisées spécifiquement pour le projet. Alors, au départ, quand j'ai lu ça, je me suis dit, un renouvellement périodique qui était envisagé mensuellement. Mais j'ai lu que très vite, c'était inenvisageable, enfin irréaliste, disons plutôt. Mais il y avait quand même un parti pris muséographique clairement établi. Et j'ai retrouvé, alors on ne les utilise plus maintenant, on ne voit peut-être pas très bien, c'est sur la droite, on a, et c'est clairement intitulé ainsi, des fiches muséographiques. Donc c'est vrai que c'est des documents, aujourd'hui je répète qu'on n'utilise plus, mais voilà, la démarche était vraiment celle-ci. Aujourd'hui, on travaille avec un chemin de fer qui est régulièrement repris, amendé. Et puis il y avait de manière vraiment affirmée une visée touristique, au même titre que les musées, la cathédrale, toutes les églises à Troyes, il y en a énormément, toutes les rues anciennes si typiques de la Champagne méridionale. Je vous ai mis notamment, alors on est dans plusieurs guides touristiques, et puis là c'est sur le site de l'Office de tourisme, en haut, parce qu'on est sur cette partie nord du bouchon. Voilà un petit développé sur la médiathèque. Je précise aussi que l'accès est totalement gratuit, comme l'accès à la bibliothèque, qu'on parle d'exposition permanente et non pas de musée ou de parcours scénographie. Alors voilà, là c'est la genèse, la réalisation telle qu'elle est, donc à plus de 20 ans aujourd'hui, et avec le temps, beaucoup de choses à dire. La lourdeur des rotations, donc on essaye de se tenir à 3 par an. Alors, outre la partie physique, c'est-à-dire que les vitrines sont extrêmement difficiles à ouvrir, je vous montrerai quelques petites photos après. J'ai vu que dans certains avant-projets, c'était des vitrines qui s'ouvraient avec des pédales et avec des vérins. Ça aurait été merveilleux, mais ça n'a pas été le cas. Bon, tout simplement pour des questions budgétaires qu'on peut tout à fait comprendre. Et puis aussi, je vais peut-être même dire surtout, la question des renouvellements. Parce que, pour certaines thématiques, si je parle par exemple de la bibliothèque bleue, vu le fond que nous avons, on peut faire la rotation sans problème, mais quand on parle par exemple de la collégiale Saint-Étienne ou même de certaines bibliothèques d'abbaye, on n'a pas grand-chose en stock. Faut bien le dire. Donc c'est une question pleine et entière. Ce qui fait également tout particulièrement souci, c'est le problème de conservation, parce que vous voyez, tout est au grand jour, même si les deux remontées sont quand même
assez dans la pénombre, hein, mais donc on a un système de houssage journalier, hein, donc en termes de GRH, bon, il faut le penser. Et en plus, les housses, voilà, hein, sont à certaines hauteurs, bref, dans le temps, hein, ça ne vit pas tellement bien. On ne respecte pas voilà, à 100%, je viens de le dire, hein, les normes d'exposition, hein, en termes de déontologie. Ça pose vraiment question, voire problème. Et puis, avec le temps, hein, tout l'attirail, on va dire, multimédia, n'a pas été quasiment maintenu. Hein, il n'y a plus beaucoup de bornes, même plus interactives, mais actives. Hein. Question d'éclairage aussi, hein, ça décline. Hein. Les vitrines, hein, on a fait la dernière rotation il y a 2 semaines quand on était à Nancy, Delphine. Résultat des courses, 2 nouvelles disloquées. Hein. Et puis aussi des questions de ressources humaines. J'ai lu que dans le cadre de la programmation de la nouvelle bibliothèque qui a ouvert donc en 2002, il y avait 23 postes programmés, hein, pour le service du patrimoine, hein, dont un assistant chargé du développement touristique, hein, et chargé tout particulièrement justement, hein, de la gestion de l'exposition permanente. Aujourd'hui, tout mouillé, hein, nous sommes 10, hein, et même pas en équivalent temps plein. Et à la rentrée, il y a 2 collègues qui partent en retraite, hein, dont un qui a la mémoire de tout ça, hein, qui est mon collègue François Berquet. On a créé quand même dans le même temps, depuis le début, 4 vitrines pédagogiques. Une qu'on a intitulée « Le manuscrit, un produit 100% naturel sur la fabrication et le décor d'un manuscrit », une sur la typographie avec du matériel typographique, les techniques d'illustration et également sur la reliure. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en 2009, hein, le fonds de manuscrits de Clairvaux, hein, listé, hein, dans le catalogue de 1472, a été inscrit, hein, au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, hein, ce qui était quand même voilà, un beau projet de belle reconnaissance, hein, surtout, mais que voilà, on a fait des choses avec, hein, bien sûr, mais on ne s'en est pas emparé, hein, dans le cadre de l'exposition permanente. Voilà, alors quelques petites images avec le temps, hein, et vous voyez, on fait appel à une association de réinsertion, hein, 3 fois par an, hein, pour qu'ils nous soulèvent nos vitrines. Hein. Donc à chaque fois, on ne respire plus quand elles sont soulevées, et même chose quand on les remet. Et là, ce que je disais, voilà, à chaque fois, on a des petits soucis matériels. Ça, c'est donc l'exposition, c'est la vitrine sur la fabrication d'un manuscrit. Mais là aussi, vous voyez, on présente un manuscrit, en l'occurrence de Clairvaux, donc bon, il faut qu'il tourne, il faut qu'il soit à la taille de la vitrine. Voilà. Alors, on se pose depuis de très nombreuses années déjà des questions. Là, je viens d'en partager certaines avec vous sur l'après, hein, comment faire évoluer, hein, cette exposition permanente, ce parcours, hein, qui est important. Dans les constats aussi, j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est très important, même si nous sommes dans les guides touristiques, hein, de Troyes, en fait, c'est très peu fréquenté. On le regrette, alors, sauf par les scolaires, donc là, comme partout, on en a beaucoup. Mais voilà, hein, alors on est un petit peu excentré par rapport aux bouchons, mais bon, voilà, hein, je pense qu'il va falloir aussi qu'on travaille à notre communication un petit peu mieux, et puis qu'on travaille aussi davantage avec les partenaires culturels locaux. Il faut qu'on fasse évoluer, hein, ça c'est une nécessité absolue, hein, mais aussi à l'aune de tout un écosystème. Alors, je viens de parler de celui du vraiment purement local, mais aussi du bâtiment. Parce que, en fait, c'est une bibliothèque, hein, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'auditorium, il n'y a pas d'espace de conférence. Et donc, très souvent, hein, le haut du parcours Céno, en fait, est squatté, entre guillemets, par des manifestations, hein, X ou Y,
qui ont toutes de l'importance, bien évidemment, mais ça rompt aussi, et parfois, voilà, quand il y a des touristes qui passent ou des groupes, s'il y a quelque chose qui se passe en haut, on a l'impression de gêner, et voilà, on fait souvent demi-tour, voire parfois on ferme l'exposition permanente. Donc, comme je vous le disais aussi, c'est une réflexion de l'autre date, mais encore non aboutie. Alors, il y a eu un gros turnover des responsables, la crise sanitaire. On a pas mal été occupé aussi par des cyberattaques, des crash serveurs, voilà, ce qui fait que, bon, on a eu du mal un peu à se concentrer à ça. Alors, mon successeur et prédécesseur, puisque j'étais 2 temps en poste à 3, a eu quand même le temps, et ça c'est remarquable, de travailler à un avant-projet qui est chiffré aujourd'hui à 237 000 €, hors coût des travaux de bâtiment, et donc qui prévoit 3 parcours. Donc au centre, c'est toujours la grande salle, même si elle n'a pas exactement cette forme-là. Donc un parcours grande salle, donc vraiment pour les clés de son histoire, parce que la grande salle aussi, on n'y pénètre pas comme ça non plus, c'est sur invitation, rendez-vous, réservation, mais on voit bien à l'intérieur, mais c'est bien quand même d'avoir aussi un peu des éléments, des termes clés, outre voilà, la petite affiche qui habille la façade. Un espace trésor, donc pour présenter vraiment avec une rotation les documents patrimoniaux, un peu sur le modèle, je pense, aujourd'hui de l'exposition telle qu'elle est présentée, 1000 ans de livres à 3. Et puis un espace d'interprétation où on pourrait retrouver, pourquoi pas, un peu l'esprit de nos vitrines pédagogiques. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Il nous reste donc à travailler. Merci beaucoup Emmanuel de cette présentation vraiment très intéressante, parce qu'elle nous met un peu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, sur des choses très concrètes qui font aussi le quotidien de nos métiers et de nos activités. Malheureusement, là, on est pressé par le temps, et donc il n'y aura pas le temps pour des échanges, en tout cas formellement dans cette salle, mais j'espère qu'ils pourront avoir lieu en dehors. Et je vous donne rendez-vous à 14h15, si c'est possible, pour qu'on puisse effectivement arriver à être à l'heure pour les visites qui, elles, sont vraiment incompressibles. Il faudra vraiment qu'on tienne les horaires des visites.